En el marco del año Colombia-Francia 2016-2017, la Universidad Nacional de Colombia ha promovido espacios de intercambio académico y cultural, realizando invitaciones a académicos del país galo para enriquecer la academia en los espacios de nuestra universidad. El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitada a la académica Christine Detré, y el orden del día será el siguiente. Primero, palabras de la señora decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Luz Amparo Fajardo Uribe. Segundo, presentación de la conferencista por parte de la profesora Luz Gabriela Arango. Tercero, conferencia Il était une fois le corps por la autora Christine Detré. Al final de la sesión daremos lugar a la sesión de preguntas por parte de los espectadores. Primero, palabras iniciales de la señora decana Luz Amparo Fajardo Uribe. Buenas tardes. Realmente como decana de la facultad me siento muy honrada de dar inicio a estas actividades con motivo del año Colombia-Francia, con la conferencia en la que se reúnen muchos saberes que tienen que ver con nuestra facultad. Reunimos el tema de género y reunimos el tema de literatura, ¿cierto? Lo cual ya marca un buen inicio dentro de lo que la Facultad de Ciencias Humanas tiene como prioridades en el desarrollo de sus saberes. La verdad es que en el momento en que nos empezaron a hablar del año Colombia-Francia, también nos hablaron de la posibilidad de tener 3 conferencistas de talla mundial, prácticamente internacional, como la profesora Christine Detré, que nos acompaña hoy. Y para nosotros fue, dijéramos que un gusto y un placer tener el reflejo de lo que estaba pasando o de lo que pasó en Cartagena en el AI Festival, y que pudiéramos nosotros igualmente tenerlo aquí en nuestra universidad. Ustedes saben que de Latinoamérica somos el segundo país que tiene la posibilidad de realizar este intercambio cultural, económico, con un país que definitivamente ha marcado un camino en las humanidades, como es el caso de Francia. Después de Brasil, nosotros somos el segundo país que nos vemos beneficiados con este tipo de intercambio que fue de alguna manera promovido y aceptado, o sea, promovido por Francia y aceptado por nuestro país, Colombia. Y la Universidad Nacional en este momento, dijéramos que es una de las primeras beneficiarias de todo este intercambio, ya que de manera prácticamente, podríamos decir, simultánea, si el término se me permite, estamos teniendo conferencias en la sede de Bogotá, en la sede de Medellín y en la sede de Leticia, con autoras que vinieron al AI Festival de Cartagena y que igual van a compartir con nosotros esos conocimientos inmensos que tienen y que en el caso particular de nosotros tienen que ver con el área de humanidades. Entonces quiero darle un agradecimiento especial a la Embajada de Francia, por supuesto, por habernos tenido presentes. Quiero darle las gracias a las profesoras que van a estar con nosotros en diferentes espacios. En el caso particular de hoy, ya lo hemos mencionado, la profesora Christine Detré, y mañana tendremos nuevamente otra charla en un horario similar, ¿cierto? Y el día jueves también tendremos otra charla con una de las autoras que nos acompaña en el día de hoy. Los invito a que estén pendientes de las programaciones que seguramente les han llegado a ustedes por sus correos institucionales. Entonces, profesora Christine, muchas gracias por acompañarnos. Profesora Luz Gabriela, también muchas gracias por acompañarnos dentro de la iniciación de este ciclo de conferencias que vamos a tener a propósito del año Colombia-Francia. Muchas gracias a ustedes por venir y por prestarle la atención que merecen estos temas tan interesantes. Muchas gracias.
Segundo, palabras de presentación por parte de la profesora Luz Gabriela Arango. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. A nombre de la Escuela de Estudios de Género, quiero darles una muy cálida bienvenida. Nuestra directora, la profesora Mara Viveros, no pudo acompañarnos, pues está atendiendo a compromisos en el exterior, pero les hace llegar a todas y a todos un saludo muy cordial, muy especial. Agradecemos la presencia y las palabras de la profesora Luz Amparo Fajardo, nuestra decana de la Facultad de Ciencias Humanas. Quiero también dar una especial bienvenida a las nuevas cohortes de la especialización y la maestría en estudios de género que deben estar aquí, dando inicio a su formación en este primer semestre, así como a nuestros estudiantes que ingresan al tercer semestre de la maestría. Agradecerles a todos y a todas, estudiantes, docentes, público en general que vienen interesados en este encuentro. Estamos muy complacidas con esta oportunidad que nos brinda el Año Francia-Colombia, promovido por la Embajada Francesa, para estrechar los lazos entre los dos países a través de distintos eventos culturales, económicos y académicos. Queremos agradecer muy especialmente las gestiones desplegadas por la Dirección de Relaciones Exteriores y por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional para hacer posible estos encuentros. Es un honor para la Escuela de Estudios de Género iniciar el primer semestre de 2017 con las conferencias de la profesora Christine Dutré hoy y Julia Ventuami mañana miércoles, a quienes agradezco muy especialmente su generosidad e interés en visitar nuestra institución y ofrecer a nuestra comunidad sus reflexiones en torno a investigaciones que han adelantado en el campo de los estudios de género, que como bien indicó nuestra decana, no son un asunto solamente de la Escuela de Estudios de Género, sino de toda el área de las ciencias sociales y humanas. La profesora Christine Dutré nos va a presentar su conferencia, Había una vez el cuerpo, género y literatura de juventud. La profesora Christine Dutré es egresada de la prestigiosa Escuela Normal Superior de París. Obtuvo el título de agregación, la traducción creo que no hay un equivalente, en letras clásicas y es también doctora en sociología. Actualmente es profesora en la Escuela Normal Superior de Lyon, en Francia, y ha adelantado investigaciones en los campos de la sociología del género, la sociología de la cultura, la recepción, las prácticas de lectura y los estudios culturales. Ella es investigadora y en su tiempo libre escritora. Tiene varias publicaciones dentro de su tarea como socióloga, dentro de las cuales voy a mencionar algunos títulos de libros. La construcción social del cuerpo, en 2002, bueno, todos están en francés, yo hago una traducción del título aproximada. Un segundo libro en compañía de Anne Simon, que sería Contra su voluntad, las mujeres puestas a prueba por el nuevo orden moral, en 2006. Otra publicación que tiene que ver con su interés por los jóvenes y las jóvenes, Los mangados, leer mangas en la adolescencia, con Olivier Bonnier en 2012. Mujeres del Magreb, una escritura propia, en 2012. Sociología de la cultura, 2014. ¿Cuál género? 2015. Y la última que reseña, de la que conozco, que aparece es de 2016 y tiene un título también muy sugestivo. ¿Pueden las mujeres ser grandes hombres? Bueno, y en términos de novelas tenemos Nada sobre mi madre, De dos cosas una y La noche de los efímeros. Y adicionalmente, si ustedes buscan en internet van a encontrar algunos videos que ha realizado la profesora con parte de sus investigaciones. Entonces, hecha ya esta presentación, de nuevo mis agradecimientos a la profesora Christine. Le doy la palabra y pues disfrutemos su presentación. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Je suis désolée, c'est les seuls mots que je sais dire en espagnol.
Donc il faut que... Je vais parler en français, donc je remercie beaucoup les traductrices qui vont traduire ce que je vais dire. Et donc je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous faire mon exposé en espagnol. Peut-être dans quelques années, je reviendrai et là j'aurai appris l'espagnol et ça sera possible, mais il faut que j'apprenne. Donc je remercie beaucoup l'université de m'accueillir ici, c'est un très grand plaisir d'être là. Et je remercie beaucoup les présentations qui ont été faites de mon travail. Alors effectivement, je suis sociologue et donc mes deux thèmes de recherche sont la sociologie du corps et la sociologie du genre. Et c'est à partir de ces deux thèmes-là que je vais vous présenter aujourd'hui un exposé sur une recherche que j'ai faite. Alors effectivement, le titre « Il était une fois le corps », je vais d'abord juste vous parler de ce titre-là. « Il était une fois », c'est la façon dont en France, mais je crois que chez vous aussi, on commence tous les contes qu'on va raconter aux enfants. Il était une fois une princesse, etc., etc. Et donc, si j'ai mis « Il était une fois le corps », c'est pour donner un effet de surprise, parce que souvent, on peut avoir l'impression que le corps, c'est quelque chose qui est naturel, quelque chose qui est biologique, quelque chose qui relève uniquement de la science, du hasard ou bien de l'hérédité, et qu'on n'a pas dans le corps à raisonner de façon sociologique. Donc dire « il était une fois le corps », c'est pour expliquer que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment, notamment dans les livres d'enfants, on va inventer une histoire sur le corps pour biologiser des différences qui sont sociales. Comment on va construire un corps de garçon et un corps de fille, qui sont des inventions culturelles et sociales, et comment on va faire passer ça pour de la nature et de la biologie. Voilà le propos. Alors effectivement, en sociologie, c'est d'abord par l'ethnologie qu'on a commencé à interroger l'évidence d'un corps naturel. Alors par exemple, en France, une des références les plus classiques, c'est Marcel Mauss, qui est un ethnologue, qui écrit, donc, dans un de ses livres, « Il n'existe sans doute pas de façon naturelle chez l'adulte ». Ce qu'il veut dire par là, c'est que même le moindre geste qu'un adulte peut faire, par exemple, comment on va boire, quel geste on va faire pour boire, comment on s'assoit, comment on met ses mains quand on est assise ou assis, tous ces gestes-là, alors qu'on a l'impression que ce sont des gestes qui sont naturels, en fait, ce sont des gestes qui sont socialement construits. Un petit exemple pour vous expliquer un peu la pensée de Marcel Mauss. Il raconte, donc il est pendant la Première Guerre mondiale, il est dans les tranchées, et il se rend compte, donc les tranchées en France, il y avait de la boue, enfin, c'était complètement, c'était des situations terribles, et d'autres soldats arrivent à s'asseoir, enfin à se mettre accroupis, et il se repose en étant accroupi. Et lui, qui est français, il ne sait pas s'accroupir. Vous voyez, quand on essaye de s'accroupir et de se reposer en étant accroupi, on a mal partout. Et donc, il explique que si on n'a pas été éduqué dès l'enfance à s'accroupir ou à s'asseoir de telle ou telle façon, on n'y arrive pas. Un autre exemple qu'il donne, c'est donc il est blessé, il est à l'hôpital et il voit marcher les infirmières. Donc, ce sont des infirmières américaines. Et il se rend compte que ces infirmières ne marchent absolument pas de la même façon que les femmes françaises. Alors qu'on peut avoir l'impression que marcher, c'est quelque chose qui est biologique, qu'un bébé à 1 an et demi, 2 ans va se mettre à marcher, et que c'est uniquement dépendant des fonctions biologiques. Et Marcel Mauss dit, non, les infirmières américaines, elles ne marchent pas comme les femmes françaises. Et quelques années après, il complète son propos en disant, dans les rues de Paris, maintenant, les Françaises, elles marchent comme les Américaines. Et à cause de quoi? À cause du cinéma. Donc vous voyez, c'est vraiment pour montrer comment le corps, en fait, est complètement formé, déformé, conformé par la société dans laquelle on vit. Donc là, c'est juste 2 petits exemples que je vous ai donnés venant de l'ethnologie, mais ça a été la première interrogation pour les sociologues sur cette évidence biologique que serait un corps. Alors moi, ce qui m'a intéressée aussi, justement, c'est en sociologie, on travaille beaucoup sur la construction sociale. Alors effectivement, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La construction sociale du corps », et on voit bien comment la construction sociale, quand on parle du corps, quand on parle du genre,
ça peut être aussi un piège. Alors notamment, donc je ne sais pas du tout quelles sont les formations que vous avez suivies, quelles sont les disciplines d'où vous venez, mais quand on travaille en études de genre, pendant très longtemps, on a séparé le sexe et le genre, en disant le sexe, c'est biologique, et le genre, c'est toute la construction sociale qui va faire d'un individu quelqu'un de masculin ou de féminin. Le sexe, c'est, quand vous avez un bébé, c'est de dire c'est un mâle, c'est une femelle, c'est un garçon, c'est une fille, et le genre, c'est tout le travail de la société sur ce corps-là. Pendant très longtemps, ça a été la définition qui était la définition la plus courante. Et c'était extrêmement important parce que ça pointait justement l'importance d'une construction historique et culturelle sur des corps biologiques. Et depuis quelques années, cette dichotomie, cette différence entre sexe et genre, on l'interroge aussi parce que c'est finalement une façon de reconduire une séparation entre la biologie et les sciences sociales. C'est l'idée que le corps, ça serait de la biologie, ça serait de l'ordre de la médecine, des sciences, les sciences de la vie, etc. Et le genre, là, on serait du côté de la sociologie, de la philosophie, de toutes les sciences humaines et sociales. Donc il y a des interrogations aujourd'hui sur cette dichotomie-là et de dire, est-ce que le corps biologique, on ne peut pas déjà l'analyser avec des outils de sciences humaines et sociales? Donc voilà, donc ça, c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui avec un exemple apparemment tout banal, un exemple apparemment anodin, qui est celui des livres pour enfants qui expliquent le corps. Alors, vous allez voir, dans le corpus que j'ai pris, sont des livres qui sont récents en France, et je pense que ça va vous parler aussi, parce que quand on regarde la provenance de ces livres-là, on se rend compte que beaucoup des livres sont traduits partout dans le monde. Dans les livres que vous avez vus, vous allez voir, il y a des livres américains, il y a des livres sud-américains, et on a comme ça une circulation de tous ces livres-là. Donc je vais parler d'un corpus français, mais je pense que vous allez sans doute reconnaître beaucoup de choses. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, donc pour finir cette introduction-là, c'est aussi une perspective historique. Alors, je vais vous montrer une image qui peut vous étonner un petit peu. Ça, c'est la façon dont on représentait les organes génitaux féminins jusque fin 17e, milieu 18e siècle. Alors, c'est intéressant parce qu'on était à l'époque sur un modèle, ce qu'on appelle le modèle du sexe unique. C'est l'idée que hommes et femmes, ils ont les mêmes organes génitaux, mais comme la femme est un état moins parfait que l'homme, les organes génitaux, ils restent à l'intérieur. Et comme l'homme est un état plus parfait, dans cette façon d'expliquer le monde, du coup, les organes génitaux descendent. Et c'est au point qu'on trouve une encyclopédie médicale du XVIIIe siècle, où on a un médecin qui raconte avoir trouvé un cadavre de femme frappé par la foudre, et il dit que comme elle a eu un coup de chaleur, du coup les organes génitaux sont descendus. Et si cet exemple m'intéresse, c'est pour montrer combien, quand on a une idéologie, ça va contraindre la façon d'expliquer le monde. Vous voyez, ce médecin-là, il a trouvé un corps de femme et il a cru voir, parce que son idéologie était tellement forte, il a cru voir des organes génitaux qui étaient sortis. Alors, ce qui m'intéressait avec cette image, et la suivante, c'est la même chose. Donc là, c'est un utérus de femme, et donc c'est toujours ces planches anatomiques du XVIIe siècle, et vous voyez que c'est la même chose qu'un organe génital, que des organes sexuels masculins, mais ils sont à l'intérieur du corps. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, voilà, il y avait cette idée qu'on avait une sorte de hiérarchie, enfin, pas une sorte, on avait une hiérarchie où l'homme était supérieur à la femme. Donc il y avait plus de chaleur, plus de perfection, etc. Du coup, la question, parce que ça c'est intéressant de regarder des documents historiques, anthropologiques, etc. Mais c'est toujours se dire, et moi, dans ma société contemporaine, est-ce que nous, toutes ces idéologies-là, on en est débarrassés? Vous voyez, parce que sinon, ça serait très vite fait. Pour l'anthropologie, c'est pareil, c'est de dire, ah bah oui, comment ça se passe dans ces autres tribus, dans ces autres sociétés? Alors pour nous, on serait, notre 21e siècle, on serait complètement au-delà de tout ça. Du coup, pour interroger cette question-là, j'ai étudié donc ce genre de livre-là. Alors ça, c'est un corpus d'encyclopédie scientifique pour enfants.
Et vous voyez en fait dans tout le paratexte, donc le paratexte c'est tous les éléments qui vont accompagner le livre lui-même. Et quand vous regardez mes petites encyclopédies Larousse, on voit qu'on est dans l'ordre de la science. Le corps, de la même façon, on n'est pas sur un album de jeunesse, on n'est pas sur un roman, on n'est pas sur une petite histoire qu'on vous raconterait. Là, ce que les auteurs vous disent, c'est que dans ces livres-là, ça va être de la science. Et c'est extrêmement important à comprendre parce que du coup, les parents, les enseignants, les bibliothécaires, ils vont acheter ces livres-là avec la meilleure bonne foi, vous voyez, la meilleure conscience en toute bonne foi. Ils vont se dire qu'ils vont apprendre des choses à leurs enfants. Alors, je vais vous montrer plusieurs couvertures pour vous montrer un peu le genre de livre. Le corps humain, ses merveilles et ses mystères, connaissance de l'univers. Et donc, vous voyez, toutes les couvertures, elles sont vraiment faites pour qu'on ait l'impression qu'on est sur de la vraie science. Et souvent, vous avez même en 4e de couverture, donc à la fin du livre, une petite précision qui est que ce livre a été fait avec l'aide du docteur, machin truc, donc vraiment l'idée qu'on est sur une encyclopédie scientifique. Alors je vous montre plusieurs couvertures. Alors pour vous expliquer un petit peu le corpus, j'ai étudié une 60aine de livres, où je vous en montre plusieurs. Et ça, c'est un ensemble, un corpus de livres qui en France ont beaucoup de succès. Justement parce qu'on a une pression très forte sur notamment les parents de classe moyenne, qui est que les loisirs doivent continuer le travail de l'école. Donc quand vous achetez un livre à votre enfant, il faut que ça serve à quelque chose. Vous voyez, donc là, ce sont des livres, chaque année on a de plus en plus de titres en fait de ce genre de documentaire. Alors, ce que je précise aussi, c'est que je n'ai pas essayé d'aller chercher, j'ai pris tous les livres que les enfants ont à disposition. Donc, les livres qu'on trouve dans les librairies et les livres qu'on trouve dans les bibliothèques. Alors, bien évidemment, on pourra toujours trouver un livre qui n'est pas stéréotypé, et heureusement. Mais mon but, c'est de montrer à quoi sont exposés la plupart des enfants si on n'essaye pas de trouver tel ou tel livre. Et d'ailleurs, sur les stéréotypes, il y a une chercheuse qui s'appelle Evelyn Fox-Keller, qui a travaillé sur les stéréotypes. Et je vais juste vous donner un petit exemple à côté pour comprendre un peu ma posture de recherche. Donc, elle parle du film Jurassic Park. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce film avec les dinosaures. Et elle explique, en fait, donc je vais vous lire un passage, en fait, elle explique que dans le film, en gros, il y a quand même tout un travail pour rétablir la vérité sur le Tyrannosaurus Rex. C'est pas grave si vous vous trompez dans la traduction. Donc Tyrannosaurus Rex, et qui en fait ce dinosaure-là, c'est un gros lézard herbivore. Et ce que montre Evelyn Fox-Keller, c'est que dans tout le film, il est herbivore, sauf qu'il y a une scène où le dinosaure va poursuivre la Jeep avec les humains. Et ce que dit Evelyn Fox-Keller, c'est, donc je lis, en perpétuant en un bref instant le stéréotype établi, il contribue à prolonger la vie du T-Rex mythique. Donc vous voyez, même si vous avez des exemples qui sont anti-stéréotypés, il suffit que vous en ayez un qui rappelle le stéréotype dominant pour que le stéréotype continue à se perpétuer. Donc ça c'est intéressant, vous voyez, sur l'idée de comment on peut combattre un stéréotype. C'est toute une question dont on pourra parler après, mais qui est extrêmement difficile. Parce qu'il suffit de rappeler le stéréotype pour qu'il continue en fait à se diffuser. Donc ce que je veux vous montrer, c'est comment, sous couvert de vérité scientifique, c'est une véritable construction biologique à laquelle on va assister. Donc je vous finis avec les... Donc ça, il était une fois la vie. Je ne sais pas si vous connaissez en Colombie. En France, ça existe en livre, ça existe en dessin animé, et il n'y a pas un enfant qui y échappe. C'est-à-dire que tout le monde en France a vu normalement 1 ou 2 épisodes, ou toute une série de cette série-là. Et vous allez voir, c'est une des pires. Elle est extrêmement stéréotypée, même si elle se présente de façon tout à fait scientifique. Alors aussi, pour compléter sur ce que je disais, cette idée vraiment d'entreprise encyclopédique, vous avez souvent, à la fin des livres,
je vous disais, des textes qui vont insister sur l'aspect pédagogique. Alors, je vous lis un extrait. Avec Kesako, c'est le nom du livre, les enfants découvrent la science en s'amusant. Ils peuvent ainsi mieux comprendre les phénomènes scientifiques dont ils observent les applications dans la vie quotidienne. Dans un autre livre, c'est écrit « Une référence pour expliquer le corps aux enfants ». Dans un autre encore, des informations passionnantes. Dans un autre, une mise en scène originale et dynamique des connaissances. Donc vous voyez, on est vraiment sur tout un ensemble de critères qui vous disent qu'on est sur une explication scientifique du corps. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte en fait ces livres-là? Donc là, c'est encore quelques petites... Alors déjà, un détail qui n'est pas un détail. Donc vous voyez, sur la 60aine de livres que j'ai étudiés, les 2/3, c'est-à-dire environ 40 livres, vous n'avez que des corps de petits garçons qui sont dessinés dans ces livres. Donc sur les 2/3 des livres, les petites filles, elles vont apprendre leur corps à partir d'un corps de garçon. Et le seul moment où vous avez un morceau de corps de femme, c'est pour la reproduction. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Effectivement, dans les titres de livres qui ont été dits, a été cité mon dernier livre qui s'appelle « Les femmes peuvent-elles être des grands hommes ?» Et quand j'ai écrit ce livre, « Les femmes peuvent-elles être des grands hommes ?» c'est pour travailler sur tout l'effacement des femmes de l'histoire de l'art, de l'histoire de la littérature, de l'histoire des sciences, etc. Et là, c'est exactement la même chose. Vous voyez, c'est l'idée qu'on ne met que des corps de garçons et on ne voit même pas qu'il n'y a pas de femmes. C'est ce qu'on appelle le masculin universel, ce qui passe pour être du neutre, et bien c'est du masculin. Et ça, on l'oublie. Alors nous, en plus, dans la grammaire française, c'est encore pire parce que, par exemple, si vous avez un nom féminin et un nom masculin, ça va être le masculin qui va l'emporter. Si vous dites 500 000 femmes et un homme sont venus à la conférence, ben sont venus, on va le mettre au masculin. Même si vous avez 500 000 femmes et un homme. Donc, vous voyez, ben nous, on est vraiment sur une grammaire aussi qui est extrêmement masculinisée. Donc ça, c'est le premier élément, c'est que sur tous ces livres-là, enfin, sur 2/3 des livres, on a majoritairement des corps d'hommes. Alors, ce qui m'intéressait, c'est de regarder sur les livres où vous avez des corps de femmes et des corps d'hommes, comment s'expliquent les corps masculins et féminins. Alors, je vais commencer par les livres pour les plus petits. Dans les livres pour les plus petits, on va retrouver la même chose que ce qui a déjà été montré pour la plupart, enfin, vous voyez, beaucoup d'enquêtes déjà sur la littérature pour enfants, ou des enquêtes sur les dessins animés, des enquêtes sur les jeux vidéo, etc. Et là, on va retrouver la même chose parce que comme on est sur des livres pour petits, les corps de femmes et les corps d'hommes vont être mis en scène. Alors, tout ce que je vais dire, je vais toujours dire un corps de femme plutôt que dire une femme, ou un corps d'homme plutôt que dire un homme, pour que vous n'oubliez pas qu'on est sur des livres qui sont censés être des encyclopédies scientifiques. Alors, quand vous êtes dans ces livres pour enfants, sans grande surprise, malheureusement sans grande surprise, à chaque fois que vous avez un corps de femme, eh ben, c'est représenté comme une maman. Et je vais dire à l'inverse, parce que quand on travaille sur les stéréotypes, c'est extrêmement important de regarder les deux. Vous n'avez jamais un corps d'homme qui est représenté comme un papa. Et ça, c'est extrêmement important de toujours regarder les deux côtés du système et de ne pas penser que quand on travaille sur le genre, on ne travaille que sur les femmes. Quand on travaille sur le genre, on travaille sur le réseau de stéréotypes, le système qui associe les hommes et les femmes. Enfin, c'est vraiment penser qu'on est tous et toutes dans le même bateau et que ce n'est pas un combat que des femmes ou que des filles, c'est un combat qui concerne vraiment tout le monde. Parce que ce qui est important de voir, c'est que, imaginez donc une petite fille qui regarde ces livres-là, elle se dit, bah, moi, mon corps de femme, il est fait pour être maman. Mais inversement, un petit garçon qui lit ces livres-là, il se dit, moi, mon corps d'homme, il n'est pas fait pour être papa. Vous voyez, il n'est jamais représenté, ou en tout cas, il n'est pas fait pour s'occuper des enfants. Il n'est jamais représenté en train de s'occuper d'un enfant. Donc vous allez voir plusieurs exemples. Hein. Donc c'est la maman qui toujours, enfin, le corps de femme, qui toujours s'occupe de la nourriture.
C'est elle qui donne à manger à l'enfant, toujours. Il n'y a jamais un homme représenté en train de faire ça. Et là, c'est intéressant. Donc là, c'est elle qui amène la nourriture. Et sur une page à côté, donc c'est un chapitre qui est consacré à l'énergie. Vous avez donc cette dame qui amène le repas. Et vous avez à côté un homme qui est représenté. Et là, je vais lire les verbes qui sont écrits. En étudiant, en jardinant, en écrivant, en roulant à bicyclette, en dormant, en coupant du bois, en courant un marathon, en nageant, il dépense l'énergie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir parce que ça va, vous allez voir, ça va être un fil conducteur de l'exposé. On a toujours l'homme qui va être associé à des verbes d'action. Vous voyez, au fait d'être dynamique, au fait d'être énergique et au fait d'avoir l'action sur le monde. Et comme je le disais tout à l'heure, pensez à ce que ça veut dire pour un petit garçon qui regarde ces livres-là. Vous voyez, l'imposition aussi du fait que quand vous êtes un garçon, et ben, si vous êtes un vrai garçon, et ben, il faut toujours être en train de bouger, toujours être en train d'être en action. Et quand vous êtes une fille, non. Et ça, c'est très important parce que c'est des choses qu'on entend souvent. Ah bah oui, mais c'est un garçon, c'est normal, ben voilà, il bouge beaucoup, il est un peu, même voilà, il se tient pas bien à l'école, c'est normal, c'est un garçon. Ben, non, c'est pas normal, c'est juste construit en fait socialement et culturellement. Alors de la même façon, hein, vous avez toujours ces femmes qui, regardez leur visage, elles sont toujours en train de sourire. Alors qu'elles font toutes les corvées de la maison, elles sont toujours en train de sourire. Et là, le petit garçon, vous voyez que lui, il ne va pas continuer à faire les courses longtemps parce qu'il est déjà plus en train de sourire. Donc sans elle qu'il faut, regardez, là c'est incroyable parce qu'elle a un bébé qui ne fait que hurler et elle a un sourire qui ne change pas. Donc vous voyez comme si la destinée du corps féminin, c'est de s'occuper des enfants, même quand ils sont insupportables. Je vous remets. Voilà. Alors de la même façon, c'est toujours la maman qui s'occupe, donc je l'ai dit, des soins de la nourriture, mais c'est aussi elle qui s'occupe des soins de nettoyage, la propreté. Là aussi, c'est une mission qui n'incombe qu'aux femmes. Encore une fois, jamais un homme n'est représenté en train de faire ça. Et donc toujours avec un magnifique sourire, parce que c'est quand même, voilà. Là aussi, donc là j'ai plusieurs images, hein, c'est toujours la même chose. En fait, si je vous montre plusieurs images à chaque fois, c'est pour montrer que je surinterprète pas. Vous voyez, un stéréotype, c'est un stéréotype, c'est pas une seule image. C'est quand c'est la répétition toujours d'une même situation. Donc, même si ça peut vous paraître un peu répétitif, quand je vous montre 5-6 images de même situation, c'est pour vous montrer que c'est dans tous les livres. Vous voyez que c'est pas... Et c'est ça qui a l'effet de socialisation extrêmement fort sur les enfants. Là, de la même façon, hein, donc là, l'image, elle est en train d'enlever les poux de l'enfant. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un grand plaisir. Voilà. Bon, moi j'ai des enfants, c'est pas du tout un plaisir d'enlever les poux des enfants. Alors là, c'est extrêmement éloquent aussi de ce qui se passe. Là, c'est une maman, enfin, il y a un corps de femme, hein, donc, qui est représenté comme maman. Et c'est elle qui doit s'occuper des enfants quand il s'agit de soigner. Alors, en anglais, je ne sais pas en espagnol, en anglais, il y a 2 verbes. En français, on dit soigner, mais en anglais, il y a 2 verbes qui sont to cure et to care. To care, c'est quand on prend soin de l'enfant, un peu comme ça, voilà, on soigne un peu les bobos, ou on va s'occuper des vieilles personnes, on va s'occuper des enfants, etc. Et to cure, c'est le verbe qui est employé en fait pour les professions médicales. Et c'est extrêmement fort en France parce que avec une société qui vieillit, on a de plus en plus de vieilles personnes et il y a de plus en plus de professions justement qui sont dédiées au care. Et ce sont des professions qui sont mal reconnues et du coup mal payées. Parce qu'on a l'impression que le care, c'est justement juste mettre un peu de mercurochrome. Et il y a toute une revendication des professions du care pour dire non, c'est une vraie profession, on a des années d'études, on a des compétences et c'est pas un instinct maternel qui ferait qu'on y arriverait. Parce que dans ces professions du care, on a beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes, parce qu'on a cette association, le care c'est féminin, donc c'est des femmes, donc c'est naturel, donc il n'y a pas besoin de les payer beaucoup. Et donc vous voyez sur des images comme ça, il y a vraiment des enjeux
qui sont des enjeux politiques et des enjeux de reconnaissance en fait des professions. Donc là, quand vous êtes sur des petits bobos du quotidien, vous avez une femme. Quand on passe au cure, et bien là, on va toujours avoir cette situation-là. Donc vous voyez, toujours une situation où vous avez un corps de femme, qui est une maman, qui amène l'enfant à un homme qui, lui, est docteur. Alors là, je ne parle que des stéréotypes liés au genre. Je ne parle pas des stéréotypes liés à la couleur de peau. Mais là, le monsieur le docteur, c'est la seule personne de couleur des 60 livres que j'ai étudiés. Ce sont des livres qui sont, masculins, qui sont blancs, et on va le voir aussi, qui sont hétérosexuels. Donc vous voyez, là aussi, on a 3 dominations, en fait, qui vont s'articuler. Alors, si on regarde les textes, on va trouver exactement la même chose. Alors, un exemple dans un texte, en le voyant en tenue de foot, sa maman s'étonne. Mais où vas-tu comme ça? Tu as oublié que je t'emmène chez le docteur, il doit te vacciner. Donc, vous voyez, la maman qui va emmener l'enfant chez le docteur, qui est un homme. Alors, bon, j'ai plein d'autres exemples. Hein. C'est la maman aussi qui va border l'enfant, qui va le coucher. C'est la maman qui se relève s'il a un cauchemar, qui va lire un livre aux enfants, etc. etc. Bon, elle est représentée aussi en s'occupant des personnes âgées. Et il y a un exemple où c'est un livre où vous avez uniquement des hommes dans tout le livre, et la seule représentation d'une femme, c'est une femme qui donne son sang. Donc vous voyez encore dans cette idée que tout ce qui est féminin, c'est du domaine de l'altruisme et du fait de s'occuper des autres. Alors il y a quand même un exemple où, à quelques pages d'intervalle, vous avez un homme et une femme docteur. Alors, ces 2 pages-là, elles sont extrêmement intéressantes à analyser. Donc là, vous voyez, ce sont des doubles pages. Il y a une pliure qui est juste là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, on voit le nez de la petite fille. Et là aussi, on voit, je ne sais pas si avec les lumières, vous voyez bien les images. Et on voit le nez aussi là-bas de la petite fille. Là, la petite fille, elle est assise, et le docteur, il est debout, et vous voyez son air extrêmement sévère. Dans la page d'à côté, la petite fille, elle est assise à côté de la doctoresse, de la femme docteur, et vous voyez qu'elles sont en train de rire. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on pourrait se dire que ce sont des images qui sont paritaires. Dans les 2 images, on a un homme et une femme. Il y a un homme docteur, il y a une femme docteur. Quand vous analysez plus précisément ce qu'elles disent, ces images, elles ne disent pas du tout la même chose. Elles disent que lui, il est docteur parce qu'il est sérieux, parce qu'il a des diplômes, parce qu'il a travaillé, il a fait des études. Elle, finalement, elle est docteur parce qu'avec les enfants, ça passe bien. Vous voyez, parce qu'elle rigole. C'est exactement, elle est assise à côté, puis là, la petite fille, elle rigole. Et finalement, on se dit, elle est docteur parce qu'elle est maman. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et si je vous parle de ça, c'est aussi pour vous parler encore une fois des implications politiques que ça a. En France, on a beaucoup de manifestations de façon récurrente des infirmières. Et l'idée, justement, des infirmières qui manifestent, ou les aides-soignantes ou les sages-femmes, c'est de dire que si elles sont infirmières, si elles sont sages-femmes, si elles sont aides-soignantes, c'est parce qu'elles ont fait des études et pas parce que ce sont des femmes. Et il faut replacer ça dans l'histoire de la profession d'infirmière. En fait, au 19e siècle, les infirmières, elles ont remplacé les nonnes, les bonnes sœurs. Et donc, il y avait comme une continuité, comme ça, de la vocation. La vocation religieuse, qui est devenue une vocation laïque, mais on a toujours cette idée de vocation plutôt que de profession. Et un autre exemple pour vous montrer l'impact aussi de ces 2 images, dans les années 2000, en France, on a eu un gros débat sur la parité en politique. Alors, ça partait du constat qu'on a très peu de femmes en politique. Alors, après, on pourra comparer avec la situation ici, mais si on regarde au Parlement, on est à peu près c'est autour de 15% de femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a eu ces débats pour les lois de parité, un des arguments qui a été amené par certaines personnes, c'était de dire il faut qu'il y ait des femmes pour faire de la politique, parce que comme ça, elles vont faire de la politique autrement.
elles vont être beaucoup plus douces, elles vont s'occuper des thèmes sociaux, elles vont s'occuper de tout ça. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose. On a l'impression que c'est pour une cause paritaire, mais c'est avec des arguments qui sont extrêmement sexistes et extrêmement essentialistes. Et finalement, on a, il me semble, vous voyez, le même discours dans cette image-là. Ils sont docteurs tous les deux, ils ont la même profession, mais ce n'est pas avec les mêmes qualités. Et on a finalement une essentialisation, là aussi, de qualités qui sont naturelles. Ah, vous verrez mieux comme ça. Ouais. Bah, du coup, vous pouvez voir le nez de la petite fille, vous voyez, le nez là et le nez là. Et là, on voit qu'il est debout, et là, on voit qu'elle est assise à côté de la petite fille. Alors, si on regarde les hommes, puisque là aussi, je vous ai dit, ce qui est important quand on travaille sur le genre, il me semble, c'est de toujours faire le système de relation entre les deux. Alors, comment sont représentés les hommes dans la famille? Alors, vous allez voir qu'ils n'ont pas non plus un très beau rôle, puisque quand il est représenté dans le foyer, l'homme, il dort devant la télé. Alors, quand même, il y a une image où il joue avec un bébé, mais il ne s'en occupe pas. Il est en train de le chatouiller et de jouer. Et de façon générale, il est toujours du côté de l'excès et du côté de la violence. Alors, dans un des livres, il est qualifié de goinfre. Donc, goinfre, c'est quelqu'un qui mange trop, qui est trop gourmand, qui mange beaucoup. Ils sont représentés aussi en étant sous, en ayant trop bu, ou ils sont représentés en ayant des accidents de moto. Là aussi, vous voyez, il faut toujours voir quel effet ça a dans la vie sociale. En France, la première cause de mortalité chez les jeunes hommes, c'est dû en fait aux accidents de la route à cause de la vitesse et à cause de l'alcool. Donc vous voyez cette idée que si on est un homme, si on est un vrai homme, si on est un jeune homme, il faut qu'on boive, il faut qu'on aille vite en voiture et qu'on aille vite en moto, ça les tue, ça tue les jeunes hommes. Et là aussi, on voit bien cette construction d'une virilité qui est bâtie sur l'excès. Là, vous avez la représentation de la famille idéale, selon ces livres-là. Alors, vous voyez ce qui est marqué, donc le titre, le corps humain en action. Donc, encore une fois, on est dans le domaine de la biologie, mais si vous analysez l'image, vous voyez que tous les hommes, j'allais dire les êtres masculins, tous les hommes ou les garçons, soit sont en train de mener la barque, c'est eux qui ont les rames, soit ils sont en figure de proue. Alors que tous les personnages féminins sont en situation de care, comme je disais tout à l'heure, par rapport à un plus petit que soi. Donc la femme adulte, elle est avec l'adolescent qui est devant, la grand-mère, elle est avec le bébé, et puis l'adolescente, on lui a mis un chien, parce qu'il fallait bien qu'elle ait quelqu'un. Alors, comme je le disais tout à l'heure, là je mets vraiment l'accent sur la différence homme-femme, mais on pourrait réfléchir aussi en termes d'âge. Et vous voyez que quand vous êtes un homme un peu plus âgé, vous êtes un peu moins homme que l'homme qui est dans la pleine force de l'âge, puisque lui, il est vraiment au milieu, et puis le vieil homme, il est un petit peu plus en retrait. Et là aussi, ce sont aussi des critères de domination et de pouvoir qui vont s'articuler avec les questions de genre. Alors, je vais juste terminer dans ces scènes par rapport aux adultes, en vous parlant des métiers. Parce que quand même, ils ont parfois un peu des métiers dans ces livres-là, mais vous allez voir que quand on est une femme ou un homme, donc encore une fois dans des livres qui se disent scientifiques, on n'a pas les mêmes métiers. Donc la femme, elle est infirmière, elle est sage-femme, alors que c'est l'homme qui est accoucheur. Elle sert à la cantine, elle est serveuse, elle est voyante, elle est hôtesse de l'air, elle est caissière. Point. Ce sont les seuls métiers où vous avez des femmes qui sont représentées. Alors, si vous regardez du côté des hommes, ça va être tout le contraire. On va avoir un éventail de métiers extrêmement large. Je vais vous en donner quelques exemples. Donc, il est médecin, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc on avait quand même la femme docteur tout à l'heure. Donc là, c'était effectivement ce que j'ai montré. Et il y a toute une série d'autres métiers. Et là, je vais vous dire les mots qui sont écrits dans les livres. Ophtalmologiste, otorhinolaryngologiste,
dentiste, odontologue, chirurgien, radiographistes. Donc vous voyez, des métiers otorhinolaryngologistes, des métiers qui sont hyper techniques et qui demandent une compétence et une spécialisation extrêmement forte. Mais vous avez tout un éventail de métiers extrêmement vastes, puisqu'on a aussi des hommes représentés dans des aéroports, sur des chantiers, des policiers, des coiffeurs, des pilotes de soucoupes volantes, des chimistes, et également, ça m'a intéressé, des pianistes virtuoses. Alors, juste, je vais m'arrêter 2 secondes sur pianiste virtuose, parce qu'au début, je m'étais dit, tout ce qui relève de l'art et de la culture, je m'attendais plutôt à ce que ça soit mis du côté du féminin, avec cette idée que les hommes, ils ont des vrais métiers sérieux, et que les femmes, on allait les mettre du côté de l'art. Et il y a une sociologue, en fait, qui s'appelle Hyacinthe Ravet, qui est française. Alors, je pense bien évidemment qu'il y a d'autres sociologues en Colombie, etc. Alors, malheureusement, je ne connais que la bibliographie française, je suis désolée. Voilà, je pense qu'il y a plein de travaux. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple. Mais Hyacinthe Ravet, elle a travaillé sur les orchestres, et notamment sur les concours de recrutement des solistes. Et elle a montré que pendant très longtemps, dans les concours de solistes, on ne recrutait que des hommes. Et les jurys, quand on leur disait, c'est quand même bizarre, tous vos solistes, c'est 2 hommes, tous vos pianistes, vos violonistes, etc., ce sont des hommes. Et les jurys disaient, on n'est pas du tout machiste, vraiment, on ne fait pas exprès, on aurait bien aimé qu'il y ait des femmes, mais il se trouve que les meilleurs candidats étaient des hommes. Et dans ces jurys-là, ils ont voulu lutter contre un phénomène qui est le copinage. C'est-à-dire qu'ils se disaient quand même que comme c'est un petit milieu où tout le monde se connaît, il y avait peut-être des fois des jurys qui allaient préférer quelqu'un qu'ils connaissaient. Donc pour éviter ça, ils n'ont pas du tout pensé à la question sexiste, c'était juste pour éviter la corruption, vous voyez, le copinage. Et pour éviter ça, ils ont fait des auditions derrière un rideau. C'est-à-dire qu'on ne voyait plus le candidat. Le jury juste entendait la musique. Et à partir du moment où on a mis les candidats et les candidates derrière un rideau, il y a des femmes qui ont été élues. Donc vous voyez, même si en toute bonne foi, les jurys disaient non, c'était les hommes qui étaient meilleurs, à partir du moment où ils ne voyaient plus, là, juste à la musique, il y a des femmes qui sont devenues solistes. Donc vous voyez, finalement, mettre un pianiste virtuose du côté des hommes, on voit bien que c'est socialement cohérent. Alors, je vais passer maintenant, du coup, à l'univers des enfants, puisque là, on était sur l'univers des adultes. Là, de la même façon, vous allez voir que, sans très grande surprise, la séparation des univers, elle n'est pas réservée aux adultes. Alors là aussi, ça a été amplement montré par d'autres études, notamment sur les albums illustrés, donc je ne vais pas trop m'y attarder, mais juste quand même vous montrer quelques images. Alors, on a parfois des cours de récréation, où vous allez voir, et ça c'est important, vous allez voir pourquoi, on va avoir des dessins de cours de récréation où des filles vont être montrées en train de... Je parle trop fort? Merci. Merci. Donc on a des dessins de cours de récréation où vous allez avoir des filles qui sont en train de faire du roller, des filles qui sont en train de jouer au billes, etc. En revanche, pas une fois, vous n'avez un garçon qui est en train de faire une activité de fille. Et ça, c'est extrêmement important quand on réfléchit sur pour qui la transgression est possible. C'est toujours plus facile pour une fille d'aller faire une activité de garçon, quand je dis de garçon, bien évidemment, entre guillemets, mais une activité connotée comme masculine, que pour un garçon d'aller faire une activité connotée féminine. Et là, c'est la même chose. Vous pourrez très bien voir, il y a des images où vous avez une fille qui fait du judo, mais vous n'avez jamais une image où c'est un garçon qui fait de la danse classique. Donc vous voyez, là aussi, quand on parle du système, il faut réfléchir pour qui c'est plus facile d'aller de l'autre côté, en fait, des catégories. Alors, je vais vous montrer, donc, on va arriver petit à petit aux explications biologiques, qui vont être plus biologiques. Alors, par exemple, là, vous avez 2 images. Que sont les muscles? Et vous allez avoir donc, des petites filles représentées en train de faire de la danse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire grâce et élégance. Alors que le garçon, ça va être marqué quel muscle. Donc, vous voyez, même si on vous dit que dans la danse, il faut des muscles,
Et effectivement, dans la danse classique, il faut vraiment des muscles extrêmement puissants. Ce qui est retenu ici, c'est l'idée de grâce, l'idée de beauté. Et regardez comment elles mettent leurs bras. Enfin, effectivement, ce n'est pas des danseuses professionnelles, visiblement. Et on peut se demander pourquoi ils n'ont pas mis un corps de danseuse professionnelle pour montrer combien, justement, un corps de femme peut être musclé par la danse. Et là, quel muscle vous allez avoir, au contraire, l'idée vraiment de l'admiration, en fait, devant les muscles. Alors, ça, c'était ce qui était réservé, en fait, aux livres pour les plus jeunes. On avait beaucoup de scènes de la vie quotidienne. Ah oui, alors, il y a quand même juste cette dernière image que j'ai oubliée, je suis désolée. Donc là, c'est une page de gauche, une page de droite. Et de la même façon, vous voyez, réfléchissez à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la force de l'idéologie par rapport à ce qu'on voit. Enfin, le fait que l'idéologie est plus forte que la réalité de ce qu'on voit. Là, en dessous de ce dos, c'est marqué la force des muscles. Et en dessous de l'image de la jeune fille, c'est marqué la beauté de la symétrie. Or, si on regarde, cette jeune fille-là, elle a sans doute des muscles des bras qui sont bien plus efficaces que lui. Lui, avec ses muscles de musculature, je ne suis pas sûre du tout qu'il puisse arriver à faire ce qu'elle fait elle. Et inversement, beauté de la symétrie, lui, il est bien plus symétrique qu'elle. Vous voyez, les gens ne sont pas si symétriques que ça, beaucoup moins que son dos. Donc finalement, si on regardait vraiment l'image, c'est à elle qu'on devrait dire la force des muscles, et c'est à lui qu'on devrait dire la beauté de la symétrie. Sauf que comme on est dans un univers où le féminin, c'est du côté de la beauté, on va dire beauté pour elle. Et comme on est dans un univers où le masculin, c'est la force des muscles, on va mettre force des muscles pour lui. Et encore une fois, imaginez un petit garçon et une petite fille qui regardent ce livre-là. Le petit garçon, il se dit, ça c'est un corps d'homme, il y a du boulot quand même, hein. Et elle se dit, voilà, il va falloir que je sois... Enfin, j'espère que ça va le micro, hein, que ça ne vous fait pas... Bon. Et elle va dire, voilà, un corps de femme, c'est une femme qui est mince, qui est élancée, qui est gymnaste, qui est habillée en rose, etc. Je vais passer. Alors, je vais arriver maintenant donc, aux chapitres qui sont vraiment donc, dans les livres qui sont pour les plus grands, et des chapitres qui vont être consacrés uniquement à l'explication biologique des corps. Parce que vous l'avez vu, là, on était sur des scènes pour les plus petits, et là, on va vraiment arriver à ce qui relève de la biologie. Mais déjà avant, on était sur des livres qui se disaient biologiques. Alors, on va commencer par le premier thème qui sont les muscles. Alors là, vous allez voir, dès qu'on parle de muscles, vous l'avez compris, on va être que dans des corps de garçons. Donc, je vous en montre plusieurs exemples. Et encore une fois, dites-vous, voilà, quelle socialisation ça donne à des petits garçons qui, de livre en livre, voient toujours le même modèle d'un corps masculin. Donc, ce sont des hommes hyper musclés, avec toujours des gros biceps. Et là, quand même, les filles, elles ont des muscles. Alors, je vais vous lire la légende. Pour le garçon, pour jouer au ballon, ce petit garçon fait travailler les muscles de ses jambes. Pour tenir sa poupée, cette petite fille fait travailler les muscles de ses bras. Voilà. Alors ça, c'est la première image que j'ai vue. C'est le premier livre que j'avais acheté. Et pour vous donner juste une anecdote, je l'avais acheté pour ma fille. Et donc, je suis tombée sur cette image-là. Et je me suis dit, bon, t'as pas eu de chance. T'as pas acheté mon livre. Donc j'en ai acheté un deuxième, un troisième, un quatrième, un dixième, un vingtième, un trentième, et j'en ai acheté 60. Voilà. Et j'ai toujours retrouvé, vous voyez ce que je vous montre là. Et ça, c'était la première image, je me suis dit, mais c'est voilà. Alors, encore une fois, on ne vous dit pas dans ces livres-là que les garçons n'ont pas le muscle des bras. On ne vous dit pas dans ces livres-là que les filles n'ont pas le muscle des jambes. N'empêche que c'est comme ça qu'on va les représenter. Alors, un autre exemple, là aussi vous allez voir l'opposition, le travail des muscles. Donc un garçon qui est en train de jouer au foot, et la fille, c'est marqué, même au repos, tes muscles travaillent. Donc là aussi, on ne dit pas qu'elle a pas de muscles, mais on dit que juste, elle s'en sert pas. Et donc vous voyez, quand je vous disais l'opposition entre actif et passif, entre le fait de ne pas bouger, d'être immobile, les filles qui ne bougent pas, et les garçons qui sont actifs, voilà, on l'explique de façon biologique.
Il y a une autre image qui est assez intéressante aussi. Alors je vais vous la raconter parce que je l'ai pas scannée. Donc c'est une page, donc un chapitre sur les muscles. Vous avez toute une série d'hommes qui sont en train de faire de la musculature, etc. Et vous avez un visage de petite fille. Et c'est pour désigner un muscle de l'oreille. Et c'est écrit, c'est le stapedius. Et on vous dit, c'est le plus petit muscle de tout votre corps. Donc, comme c'est le plus petit muscle de tout votre corps, ben on est un personnage de fille. Donc, vous voyez toute cette association de le masculin, c'est la force, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est le dynamisme. Et le féminin, c'est ce qui est mignon, c'est ce qui est petit, c'est ce qui est joli, c'est ce qui est assez fragile. Et il y a un sociologue américain très connu qui s'appelle Erving Goffman qui avait fait tout un article sur la façon dont on représente les couples dans les publicités. Et donc il montre que quand on représente un couple, la femme elle est toujours plus petite et elle est toujours dans des postures un peu de fragilité. Et donc il y a toute une série de photos et il montre les femmes qui ont la tête penchée, qui sont comme ça, qui cachent leur bouche. Et il explique que ce sont des femmes fleurs, des femmes enfants, vous voyez, des petites choses fragiles. Donc c'est exactement la même chose. Et Goffman, il dit que, bien évidemment, ce sont des mises en scène. Quand vous faites une publicité, vous demandez à des mannequins de poser. On ne prend pas des photos au hasard dans la rue. Et il appelle ça l'hyper-ritualisation de la réalité. Ce qui veut dire par là, c'est que la photographie, la publicité, c'est une mise en scène. Mais que notre vie elle-même, c'est déjà une mise en scène. Et que là, on a finalement une mise en scène d'une mise en scène. Sauf que la mise en scène de notre vie quotidienne, on ne s'en rend plus compte. Voyez ? Et donc la publicité, elle ne fait que mettre en scène notre mise en scène. Et c'est ça l'hyper-ritualisation de la réalité. Donc là, vous voyez, c'est exactement la même chose. Hein. Bien évidemment, ce sont des dessins, on n'a pas pris des photos, mais on met en scène notre réalité qui est déjà elle-même mise en scène, mais on ne s'en rend plus compte. Alors là, c'est deux images aussi qui sont assez intéressantes à commenter. Donc c'est une double page. C'est dans le fameux « Il était une fois la vie », là, ce dessin animé qui passe un peu mondialement, je pense. Et là, de la même façon que tout à l'heure, avec les deux images, les deux photos de docteur, on pourrait penser qu'on est sur une image, sur une situation égalitaire. Vous avez un garçon, vous avez une fille, ils sont en train de manger une pomme tous les deux, tout va bien. Sauf que si vous regardez d'un peu plus près, lui, il sert à illustrer la contraction volontaire. C'est-à-dire le fait d'avoir la volonté, en fait, de faire ce geste qui fait que vous allez porter la pomme à votre bouche et que c'est le muscle de votre bras qui va fonctionner. Et elle sert à illustrer la contraction involontaire. Donc l'idée que quand vous avalez quelque chose, eh ben, vous n'avez pas besoin de décider. Enfin, vous voyez, là, vous décidez, mais là, si on devait décider à chaque fois qu'on avale un truc, ça prendrait du temps quand même. Donc là, c'est à chaque fois, vous voyez, c'est des contractions involontaires. Et il y a une anthropologue française qui s'appelle Françoise Héritier, qui a travaillé en fait sur des descriptions de sociétés un peu partout dans le monde. Et elle montre que, quelle que soit la société, vous pouvez faire deux colonnes et vous pouvez mettre masculin, féminin, et dessous toute une série d'adjectifs antithétiques. Chaud, froid, grand, petit, sec, mouillé, haut, bas, gauche, droite, etc. Lune, soleil. Voilà. Et elle montre que tout l'univers mythologique et la façon de vivre d'une société, on peut la séparer comme ça. Et au début, Françoise Héritier, elle ne comprend pas, parce qu'elle dit, il y a des sociétés où, par exemple, le masculin, il va être associé à l'action. Et le féminin, il va être associé à la passivité. Puis d'autres sociétés où c'est le féminin qui est associé à l'action, et le masculin qui va être associé, alors on ne va pas dire passivité, mais on va dire calme. Et à un moment, elle dit, et là elle comprend le principe, elle dit le masculin, il va toujours être associé à ce qui est valorisé dans une société. Si vous êtes dans une société où ce qui est valorisé c'est le soleil, et bien le masculin il sera soleil et le féminin il sera lune. Si vous êtes dans une société où ce qui est valorisé c'est la lune, ben le masculin il sera lune et le féminin il sera soleil. Et elle parle ensuite de notre société et elle dit, nous dans notre société, qu'est-ce qui est valorisé? Dans la société occidentale, ce qui est valorisé c'est l'action.
c'est le fait d'être maître de son destin. Il faut être énergique, il faut être dynamique, il ne faut pas se laisser aller. Alors voilà, on a même nous des hommes politiques qui sont voilà, particulièrement sur cette position-là de dire voilà, il faut choisir sa vie. Donc quand vous êtes sur une valorisation comme ça de la volonté, c'est associé au masculin. Et donc c'est exactement ce que vous avez là. Nous, dans notre société, ce qui est légitime, ce qui est hiérarchisé en haut de la hiérarchie, c'est la volonté, c'est l'énergie, donc on est du côté du masculin. Et ce qui est involontaire, c'est délégitimé, donc on va être du côté du féminin. Alors, si on a vu les muscles, un quart d'heure? Oui, pas de problème. Alors, à chaque fois, je décris, je prends du temps, mais je vais terminer. Alors, là, on a parlé des muscles, on va regarder les cerveaux, et vous allez voir que, de la même façon, quand on a un cerveau, on est un homme. Alors, on est même plus qu'un homme, puisque le cerveau, on vous dit que c'est le grand ordinateur de votre corps, c'est le chef de votre corps, et du coup, dans votre cerveau, ne travaillent que des hommes. Alors, toute une série d'exemples pour vous montrer qu'à chaque fois qu'on a une image de cerveau, c'est dans une tête d'homme, et on comprend pourquoi. Là, ce qui est marqué, c'est le cerveau orchestre. Le cerveau commande les mouvements. Donc, comme on est dans le champ lexical de l'ordre, du commandement, on est du côté des garçons. Alors, je continue, je vous montre plusieurs exemples de têtes de garçons ou d'hommes avec des cerveaux. Et vous allez voir qu'il y a quand même une femme qui a un cerveau, on va la voir après. Donc là, vous voyez, ce qui est marqué en haut, c'est « Vérifie qui est le chef ». Ben, on a compris, c'est un garçon. Et si vous tournez la page, c'est une page sur le poids, et là, c'est une fille qui est en train de se peser. Et là, c'est la seule femme où c'est marqué qui a un cerveau. Alors, je vous lis je pense qu'il faut traduire le titre. Et si nous n'avions pas de cerveau, eh bien, on serait une fille. Alors ça, c'est un livre qui fonctionne. Le principe du livre, il est assez intéressant. C'est pour faire comprendre aux enfants l'utilité d'un organe, c'est d'imaginer que le corps ne l'a pas. Donc vous avez une page, c'est « Et si nous n'avions pas de colonne vertébrale ?» et la page « Et si nous n'avions pas de cerveau ?» vous avez une fille. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir loi blanche. Alors, une loi blanche en français, c'est une façon de désigner une fille qui, alors ça ne se dit plus maintenant, hein, c'est un terme assez ancien, mais c'était une façon de désigner les filles qui étaient un peu naïves, qui étaient un peu stupides, qui étaient un peu bébêtes. Et d'ailleurs, on a tout un champ lexical de la volaille pour parler des filles. On va dire qu'une fille, c'est une poule mouillée, que dans les filles, ça parle comme dans un poulailler, comme dans une basse-cour, qu'elles sont des têtes de linotte. Donc vous voyez, on a cette association toujours de la fille et de l'oiseau. Et l'idée de poule mouillée, c'est ce qu'on dit aussi d'un garçon qui n'a pas de courage. Donc vous voyez, si un garçon n'a pas de courage, bah, il se retrouve associé au champ lexical de la fille, qui est la basse-cour, les oiseaux. Alors, comme je vous ai montré, si les hommes ont des cerveaux, parce que le cerveau est volontaire, les filles, elles vont avoir des réflexes. Et ce qui est bien marqué, c'est que le réflexe, je vais lire ce qui est écrit sur le texte, quand on touche un objet brûlant, on retire très vite la main. Il s'agit d'un mouvement involontaire, un réflexe. On ne peut pas s'empêcher de le faire. La sensation de chaleur n'a pas été envoyée au cerveau, mais à la moelle épinière, etc., etc. Donc, vous voyez, encore cette dichotomie dont je parlais tout à l'heure, avec un homme qui est du côté de l'action et de la volonté, et une fille qui est toujours du côté de ce qui est involontaire. Alors là aussi, j'ai montré plusieurs exemples, mais c'est toujours la même chose. Là, c'est une double page. Un garçon qui est du côté du cerveau, et la fille du côté du réflexe. On a le même texte. Le corps effectue parfois des mouvements brusques dans un but de protection. Si un objet se dirige vers ton visage, tu fermes les yeux sans réfléchir, ou tu lèves les mains pour te préserver. Ces mouvements involontaires s'appellent des réflexes. Alors, donc là j'ai passé assez vite, mais ce qui est intéressant, c'est que les femmes, elles vont quand même avoir une attribution privilégiée, ce sont les hormones. Et là, on arrive à un exemple qui est complètement inverse,
avec donc l'homme qui est la colonne vertébrale, et les femmes qui servent à représenter tout ce qui est du côté des hormones. Avec du coup une situation absurde où la femme, donc là on est dans les hormones, donc on va avoir que des corps de femmes, et la femme, si vous regardez tout en haut l'hypophyse, on vous explique que ça sert à la production de sperme. Donc la production de sperme avec un corps de femme, ce qui est quand même biologiquement un petit peu étrange. Et là aussi, vous allez voir du coup le glissement et les risques que ça entraîne et comment on va biologiser en fait une distinction, enfin une attribution qui est purement sociale. Donc là, vous avez une scène de bagarre entre un chat et un chien. Et donc, encore une fois, imaginez les petits garçons et les petites filles qui lisent ce livre-là. Ils vont voir un corps de femme qui a peur. Et ce qui est marqué à côté, c'est l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont les hormones de la peur. Vous voyez ? Et l'homme, lui, au contraire, il sert à illustrer le cerveau et l'idée que si on n'a pas peur, le cerveau se mobilise. Et là, encore une fois, vous voyez, en sociologie, on fait des études de corpus et on fait aussi des études de réception. Et donc, on interroge des enfants sur ce qu'ils pensent, en fait, de ce qu'ils lisent. Et là, donc, imaginez une petite fille qui voit ça et qui voit que elle, son corps, il sert à expliquer la peur, et un petit garçon qui se dit que lui, il n'aura pas le droit d'avoir peur. Vous voyez que l'adrénaline et la noradrénaline, alors on ne dit pas qu'il n'y en a pas dans le corps des hommes, mais c'est jamais représenté dans leur corps à eux. Alors là, je vais passer et je vais terminer avec la façon, donc là on va vraiment être dans « Il était une fois », la façon dont on raconte aux enfants, enfin à tout le monde, la façon dont on a appris, et je pense que vous aussi, la reproduction. Alors la reproduction, ça va être finalement la synthèse de tout ce qu'on a vu. On a un spermatozoïde qui vient du corps de l'homme et qui du coup va être caractérisé par la vitesse, la concurrence, le dynamisme, l'ambition et l'envie de gagner. Et vous avez un ovule qui vient du corps de la femme et qui du coup est caractérisé par l'immobilité. Et dans tous ces livres-là, le seul verbe qui est associé à l'ovule, c'est le verbe attendre. Donc c'est marqué l'ovule attend. Et je vais vous lire en revanche ce qui est marqué pour les spermatozoïdes, parce que vous allez voir une véritable odyssée en fait du spermatozoïde, un récit d'aventure. Alors si je retourne ma page. Bon, de toute façon, sinon vous avez compris ce que je raconte. Hein. Voilà, alors j'ai des exemples parce que quand même les termes ils sont assez forts. Donc là, c'est les textes du livre. Donc, je vous montre cette image et puis l'image après. Donc, un objectif unique. Et là, juste avant, c'était marqué une course de vitesse. Un seul y pénétrera pour le féconder. Un peu plus loin, dans un autre livre, celui qui atteint l'ovule rompt l'enveloppe et pénètre à l'intérieur. Et faites attention au champ lexical. Ça, je n'avais pas fait attention, mais c'est une étudiante qui m'a dit, ça raconte un viol. Enfin, vous voyez, les verbes qui vont être racontés, enfin les verbes qui sont employés, c'est des verbes d'effraction et des verbes de violence. Alors par exemple, grâce à sa tête foreuse, il perce la peau de l'ovule et le pénètre. Avec sa queue, le flagelle, il se propulse dans l'utérus de la femme. Il doit donner 1000 coups de fouet pour avancer de 1 cm. Après, dans un autre livre, il doit ouvrir une brèche dans l'ovule. Dans un autre livre, un seul parvient à pénétrer dans l'ovule, provoquant la fécondation. Et je le disais, pour l'ovule, un seul verbe, l'ovule attend. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que médicalement, biologiquement, c'est faux. Oui, alors ça, et vous voyez, quand je disais « il était une fois le corps », c'est comme si on vous racontait la Belle au bois dormant. Vous voyez, la princesse, en fait, qui attend le spermatozoïde le plus fort, le plus valeureux, et qui va emporter, en fait, son cœur. Ce qui est intéressant, c'est que depuis une vingtaine d'années, ou même une trentaine, les biologistes, et ça vous le trouvez très bien dans les travaux de Anne Foster-Sterling ou de Evelyn Fox-Keller, les biologistes montrent que c'est faux. C'est-à-dire que, d'une part, l'ovule n'attend pas, l'ovule n'est pas immobile, mais l'ovule se déplace dans le corps de la femme. Et d'autre part, c'est pas le spermatozoïde le plus fort, le plus violent, le plus dans ce qui dans sa petite tête de spermatozoïde se dit je veux arriver en premier. C'est pas lui qui ouvre la brèche dans l'ovule, mais c'est une corde
jonction entre la paroi de l'ovule et entre le spermatozoïde. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si je vous lis le texte en rouge, je vais vous le lire, parce que vous allez voir que dans le livre, ils disent la vérité scientifique, mais en fait, ils vont la transformer quand même. Alors, je vous lis le texte. Après une longue course, les spermatozoïdes se présentent devant un ovule prêt pour la fécondation, dont les portes sont ouvertes. Donc, vous voyez, déjà, on ne vous dit plus que l'ovule ouvre la brèche. Les portes sont déjà ouvertes. De nombreux concurrents se précipitent, mais seul le premier pourra pénétrer. Et après, c'est très bizarre, parce que la phrase d'après, elle commence par « En réalité, de nombreux spermatozoïdes s'unissent pour ouvrir une brèche dans l'ovule afin que l'un d'eux puisse entrer. » Donc, vous voyez, ils vous disent un truc, puis ils vous disent après « Non, en réalité, c'est pas ça, c'est pas ce que je viens de vous dire, c'est ça. » Et on voit comment, là, on a tout le travail de l'idéologie qui arrive pas. Ou, en même temps, ils disent un truc, ils disent le contraire dans un livre qui se présente comme scientifique. Alors, je vais terminer avec cette dernière image. Alors, pourquoi je termine avec celle-là? Parce que ça, c'est une image qui date d'il y a 2 mois. Donc, dans un livre en France qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, dans une maison d'édition qui est extrêmement reconnue en France. Vous voyez, c'est l'École des loisirs, qui est une maison d'édition que tous les parents professeurs, tous les parents qui ont beaucoup de capital culturel vont acheter à leurs enfants. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ces 2 corps? Donc, ça explique la sélection sexuelle. Donc, c'est déjà l'idée que la reproduction entre hommes et femmes, elle suit les lois biologiques de la sélection sexuelle. C'est-à-dire que l'homme et la femme se choisiraient de la même façon qu'un paon va choisir, enfin qu'une paonne, ou qu'un oiseau femelle va choisir un autre oiseau mâle à cause, vous voyez, des couleurs magnifiques des plumes. Déjà ça, c'est extrêmement sujet à discussion et à caution. Alors qu'est-ce qu'il a, l'homme, qui fait que la femme va aller vers lui? Donc dans sa tête, intelligence, bon métier, grande pupille, voix grave, larges épaules. Là, ce que vous avez, c'est poils sur le corps pour répandre une odeur masculine, grandes mains et grands pieds. Et quand vous regardez du côté de la femme, visage symétrique, lèvres charnues, poitrine généreuse, taille fine, hanches larges, fesses rebondies, peau douce, longues jambes. Alors, vous voyez, cette image-là, elle est, il me semble, extrêmement grave. Parce que d'une part, elle explique de façon soi-disant biologique les choix des couples, avec l'idée que les êtres humains, ils vont suivre les lois biologiques des animaux pour se reproduire. Et donc, c'est l'idée que l'homme, il veut une bonne reproductrice, donc il va prendre une femme qui a des hanches larges, etc. Et que la femme, elle veut aussi un homme qui s'occupera bien de sa portée, de ses enfants, et donc elle va prendre quelqu'un qui a un bon métier. Et l'autre élément qui me semble très grave, c'est que ça paraît drôle. Vous voyez, dans beaucoup d'images qu'on a vues, c'est rigolo en fait. Enfin, vous voyez, c'est des petites images qui sont humoristiques. Là, sans doute que le dessinateur, il a pensé qu'il faisait un dessin très drôle, très amusant, mais sans faire attention à ce que tout, vous voyez, cet humour ou cette image apparemment rigolote véhicule de stéréotypes extrêmement violents en fait. Là, vous voyez, tout à l'heure, je disais, ce sont des livres hétérosexuels. Il n'y a presque aucun livre où on vous dit qu'il y a d'autres rapports sexuels possibles que pour la reproduction. Donc, vous voyez, ce sont des livres qui sont des livres blancs, des livres masculins, des livres hétérosexuels, et on pourrait continuer comme ça tous les critères en fait de domination. Alors, je vais juste conclure avec, sur cette image-là, et juste revenir donc, sur l'idée que, encore une fois, moi, ce qui m'a intéressée quand j'ai fait ce travail-là, c'est que de me dire, là, on voit comment des stéréotypes qui sont culturels, des stéréotypes qui sont sociaux, vont être complètement essentialisés, incorporés et biologisés. Et en fait, c'est ce qui fait qu'après, dans la plupart du temps, on va dire « Ah bah oui, mais c'est naturel ». Vous voyez, quand on vous dit, voilà, ça peut être un petit truc, dès qu'on vous dit « c'est naturel », il faut vous méfier.
Et il y a d'ailleurs un auteur allemand, Bertolt Brecht, qui disait « Ne dites jamais que c'est naturel, parce que si vous dites c'est naturel, ça devient fatal. » Donc voilà, je vais juste m'arrêter là-dessus. Méfiez-vous toujours quand on vous dit que c'est naturel. Voilà. Merci. Bueno, muchísimas gracias a Christine por esta presentación tan interesante, tan detallada, con tanta ilustración y con pues, interpretaciones de cosas que sin duda están en el ambiente nuestro, pero que también sabemos en términos como generales que eso está allí, pero no somos conscientes de todo el veneno que eso trae, ¿no? Y de todas las minucias y los detalles que van construyendo, y sobre todo, como lo dijiste al final, cómo son de violentos, o sea, toda la violencia que hay dentro de estas representaciones de los cuerpos, de la reproducción de los niños y las niñas del mundo. Bueno, vamos a aprovechar la presencia de Christine y abrimos un espacio de preguntas, de comentarios. Por favor, lo que tengan deseos de comentarme o de pedir explicaciones o de comparar, pueden hacerlo, por supuesto. Es muy importante que hablen al micrófono. Ustedes tienen los que tienen los audífonos para que le puedan hacer la traducción a la profesora. Entonces, ¿quién quisiera hacer algún comentario o pregunta? Este micrófono lo escucha la traductora, ¿sí, verdad? Buenas tardes. Usted al comienzo también mencionaba que los libros no son solamente los que los padres compran, sino también los que están en las bibliotecas. Pensando en el acto lector, yo pienso que de pronto cuando los niños están leyendo estos libros no lo hacen solos, de pronto está el padre, está la madre, un amigo, un familiar. ¿Ha encontrado en su investigación algún momento en que el padre, la madre o alguna otra persona que acompañe el acto lector del niño pueda contradecir esos estereotipos o pueda aclarar o ampliar un poco la visión que muestran esos libros? Alors, c'est une question qui est extrêmement importante et intéressante. Alors, parce qu'effectivement, ce qu'on précise bien en sociologie, c'est qu'une étude de corpus, une étude de stéréotypes, elle ne dit rien de la façon dont elle est reçue, dont elle va être interprétée par les enfants. Alors, très concrètement, pour cette enquête-là, moi, je n'ai pas fait d'étude de réception, c'est-à-dire que j'ai fait uniquement une étude de corpus. En revanche, votre question, elle permet vraiment de réfléchir, parce qu'effectivement, là, une fois qu'on a... c'est vraiment quelque chose qui est important dans les études de genre et qui est souvent dit, c'est qu'une fois qu'on a les lunettes du genre, alors il y a des sociologues qui disent des lunettes, moi je trouve qu'il faudrait même dire une opération des yeux, parce que des lunettes, vous pouvez toujours choisir de les enlever. Alors qu'une fois que vous commencez à travailler sur le genre, vous ne pouvez pas vous dire bon, aujourd'hui je suis fatiguée, je ne vois plus. Voilà. Et c'est pareil pour toutes les inégalités. Hein. Quand vous commencez à travailler sur les inégalités sociales, etc., le racisme, etc., il n'y a aucun moment où vous pouvez dire bon, j'enlève mes lunettes et non, on le voit toujours. Donc c'est vraiment. Et donc si je dis ça, c'est que ce qui nous paraît évident, une fois qu'on travaille dessus, une fois qu'on réfléchit, il ne faut pas oublier qu'il n'est absolument pas pour la plupart des gens. Et c'est ce qui fait la force. Donc quand vous dites, voilà, la plupart des parents qui vont lire les images avec leurs enfants, ils ne voient pas où est le problème en fait. Mais là où ça peut être aussi une... parce que je ne voudrais pas non plus que tout le monde sorte de là complètement désespéré. Parce que c'est ce qui arrive parfois avec les étudiants, où ils disent bon... Et il faut se dire aussi
que chaque moment où on a un stéréotype, quand on le voit, ça peut être une façon de le discuter et de le détricoter. Et justement, parfois on me demande, mais quel livre il faut faire lire aux enfants? Ceux-là, ils sont très bien, si justement on leur montre. Parce qu'après, une fois qu'ils auront décodé le stéréotype, ils le verront partout et ils le décoderont. Donc vous voyez, quand on dit tout le travail de lutte contre les inégalités, c'est l'éducation des enfants et c'est aussi l'éducation des adultes. Parce que voilà, l'éducation des enfants, elle va passer aussi par le regard de l'adulte qui permet justement de déconstruire ça. Voilà, qui permet, devant une image comme ça, de dire, bon attends, là, il y a un truc dont il faut qu'on parle. Voilà. Mais voilà, pour répondre à vos questions, moi, je n'ai pas fait moi-même cette étude de réception. Je l'ai fait sur les mangas, mais je ne l'ai pas fait sur ces livres-là. Una pregunta, otra, comentario. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Tienes que hablar. Que hablo bastante fuerte. ¿Sí? Sonia, pero es para que la traductora le... Tienes que hablar ¿En este? Claro, pero ella tiene. Hola, Cristina. Seguramente esta pregunta va en relación, en una misma dirección de la pregunta anterior y tiene que ver si hiciste algún estudio, entrevistas con los ilustradores o ilustradoras que trabajan en estas enciclopedias, ¿no? Y para ver y develar si este tipo de imágenes tan estereotipadas acerca de la heteronormatividad obedecen a unos criterios propios o más bien a una demanda también, ¿no?, neoliberal, también en la búsqueda de trabajo de los ilustradores y cómo es allí la situación. Me gustaría saber qué encontraste en tu investigación. Bon, alors, de la même façon, je travaille que sur les images, donc pas sur les entretiens, mais là aussi c'est quelque chose qui est extrêmement important et ça permet de préciser quelque chose que je n'ai pas dit. Ça ne change pas si l'illustrateur est un homme ou une femme, ça ne change pas si l'écrivain est un homme ou une femme. Donc déjà ça aussi c'est extrêmement important parce que parfois il y a le présupposé que, comme je disais tout à l'heure, que si on est des femmes, tout ira mieux. Non. Les femmes ne sont pas moins sexistes que les hommes et les hommes, il n'y a pas de raison qu'ils soient plus sexistes que les femmes. Encore une fois, c'est quand on a la grille de lecture qu'on arrive à travailler dessus. Alors, pour répondre de façon indirecte en fait à votre question, j'ai une collègue qui avait fait un travail un peu analogue sur les livres sur l'informatique, c'est-à-dire la façon dont on représente l'informatique dans les livres pour enfants. Et elle avait montré deux choses, c'est d'une part qu'il n'y a jamais une petite fille qui est représentée dans ces livres-là, et d'autre part que même les découvertes qui ont été faites par des femmes, elles disparaissent des livres. Alors, par exemple, il y a la première programmatrice, c'est une femme, c'est Ada Lovelace Byron, donc c'était une comtesse, et c'est elle qui a inventé ce qu'on appelle le programme Ada. Quand vous regardez les livres pour enfants, les encyclopédies sur l'informatique, elle n'y est jamais, mais on va mettre des noms d'hommes. Et donc quand elle a fait ça, donc elle s'appelle Isabelle Collet, cette collègue, elle a écrit à toutes les maisons d'édition, avec des lettres recommandées, etc., et elle n'a jamais eu aucune réponse. Alors après, pour répondre aussi, pour donner un élément, je pense qu'il y a les deux choses, c'est que, comme je le disais, il y a à la fois le fait que si on n'est pas sensibilisé à la question, on n'y pense pas. Si vous n'êtes pas dans une maison, dans une structure éditoriale qui veut explicitement travailler sur ces questions-là, on ne le voit pas. Et la deuxième partie de votre question, bien évidemment, que tout le marketing, la force de cette économie néolibérale, elle joue aussi à favoriser ça, puisque c'est ça aussi que les gens vont acheter. Et comme je disais, là je pense que cette image-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvée très drôle, qui l'ont trouvée très amusante en fait. Donc vous voyez, bien évidemment, l'édition c'est une industrie et ça marche aussi par les produits qui marchent. Alors en France, on commence à avoir quelques maisons d'édition qui essayent explicitement de contrer ces stéréotypes-là. Par exemple, c'est une maison d'édition qui s'appelle Talent Haut et qui fait des livres, donc ce qui est marqué derrière le livre, c'est des livres qui luttent contre les stéréotypes qui pèsent sur les petites filles et sur les petits garçons, avec toujours l'idée qu'il faut travailler sur les deux.
Mais on va le trouver voilà, dans des maisons d'édition qui sont militantes. Dans la grande consommation, il n'y a pas cette réflexion-là qui a. Hola Cristina, yo quería hacerte una pregunta pues, con respecto a eso que dijiste a lo último, o sea, con respecto a cómo ha sido, ¿cómo decirlo?, como la percepción en general a nivel social de esos libros que se sacan que intentan salirse un poco de todos estos estereotipos heteronormativos. Porque, por ejemplo, acá en Colombia, no creo que te hayas enterado, pero tuvimos una experiencia con respecto a unos libros que intentaron salirse un poco de esto y pues mostrar otras formas de sexualidad, mostrar otros cuerpos, y pues hubo toda pues un debate muy fuerte a nivel social. De hecho, pues hubo una resistencia muy fuerte, sobre todo de parte de las iglesias, se habló, bueno, de una ideología inventada, un montón de cosas, y pues acá hubo una muy grande resistencia a este tipo pues de experiencias nuevas y de otras formas de mostrarle, de enseñarle a los niños. Alors chez nous, l'Église n'a plus la force qu'elle peut avoir ici, mais les résistances, on les a exactement de la même façon. Alors il y a quelques années, on a eu toute une vague de manifestations à l'occasion du vote d'une loi qui était la loi pour le mariage pour tous. Et donc ça a occasionné des manifestations extrêmement véhémentes, en fait, en disant non, le mariage homosexuel, c'est contre la nature, c'est contre la société, c'est contre la famille. Et on a eu à ce moment-là quelque chose de très fort contre les études de genre, qui n'étaient pas appelées des études de genre, mais qu'on appelait la théorie du genre. Et avec des mots qui sont passés sur les réseaux sociaux, sur les portables, etc., disant aux parents, ne mettez pas vos enfants à l'école, parce qu'à l'école, alors je vais vous expliquer pourquoi, le mot disait, à l'école, on apprend aux garçons qui doivent devenir des filles, que les filles doivent devenir des garçons, et on les apprend à se masturber. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait un nouveau programme qui était mis en place dans les écoles maternelles, qui s'appelait les ABCD de l'égalité. Et les ABCD de l'égalité, c'était donc mis en place par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation nationale, et c'était faire réfléchir aux enfants, dès le plus jeune âge, et donc bien évidemment que c'est ce qu'il faut faire, dès le plus jeune âge, à cette construction sociale du masculin et du féminin. Alors par exemple, c'était montrer des photographies des nobles, Louis XIV, etc., qui, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, les hommes portaient des talons, ils portaient des perruques, ils avaient des dentelles, ils avaient des diamants, etc. etc. Il y avait aussi une photo de Victor Hugo, donc le poète français du XIXe siècle, avec ses petits-enfants. Et dans les petits-enfants, il y a une petite fille, un petit garçon. Et ils étaient habillés pareil, c'est-à-dire que le garçon, il avait des boucles blondes et il avait la même robe en dentelle blanche. Donc c'était ça les ABC de l'égalité. Mais dans l'esprit des gens et dans toute cette mouvance très réactionnaire, il y a eu l'idée que si on travaille sur le genre, on travaille, alors vous allez voir c'est à plusieurs tiroirs, que si vous travaillez sur le genre, vous travaillez à détruire la société et à promouvoir l'homosexualité. Alors ça a deux effets. C'est que d'une part, travailler sur le genre, c'est pas travailler uniquement sur les sexualités. Travailler sur les sexualités, ça fait partie des études de genre, mais quand on travaille sur le genre, on travaille aussi sur les inégalités salariales, on travaille aussi sur plein d'autres choses qui font partie des études de genre. Donc premièrement, une confusion très forte entre études de genre et entre promotion de l'homosexualité. Et puis la deuxième chose, c'est que ça a dit justement l'homophobie extrêmement forte de la société française. Parce que vous voyez, quand ils disaient « Ah, vous apprenez, vous voulez rendre tous nos enfants homosexuels », qu'est-ce que ça disait? Ça disait que l'homosexualité, c'est quelque chose qui n'est pas du tout admis, en fait, vous voyez, notamment les cours d'école. Et quand je terminais tout à l'heure sur la violence, c'était à ça que je pensais aussi, c'est que si vous êtes un petit garçon dans une cour d'école
et que vous n'êtes pas ce super homme-là, que vous n'aimez pas jouer au foot, que vous n'êtes pas super musclé, que ce que vous avez envie, c'est de jouer à autre chose, que vous avez un peu peur, que vous pleurez, c'est un coup qui est extrêmement fort. L'homophobie, elle a des vrais effets de violence. Dans les cours de récré, il y a des gens qui meurent à cause de cette homophobie-là. Donc vous voyez, quand vous dites les réactions, etc., nous aussi, c'est pas du tout quelque chose qui est facile. Et du coup, ça oblige moi, je pense que c'est un piège. Alors pourquoi je dis que c'est un piège? Parce que du coup, pour sauver les abécédés de l'égalité, le gouvernement français, le ministre de l'époque, a dit, nous, de toute façon, on ne travaille pas sur... on ne travaille pas sur l'homosexualité, on travaille sur l'égalité des hommes et des femmes. Donc, vous voyez, pour sauver la question de l'égalité des hommes et des femmes, il a évacué les questions relatives à l'homosexualité. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un piège, en fait. Parce que du coup, pour faire avancer un petit peu les études de genre, et pour rassurer la société, on dit, non, on ne travaille pas là-dessus, n'ayez pas peur. Mais si, il faut travailler là-dessus, justement. Donc voilà. Et l'autre élément aussi très fort, c'est que ça reposait vraiment sur une méconnaissance totale de ce que sont les études de genre. Quand on travaille sur le genre, on ne dit pas du tout que les femmes doivent que les garçons doivent tous jouer à la poupée et que les filles doivent tous jouer au camion. Que tous les garçons devraient s'habiller en rose et que toutes les filles en bleu. On dit juste que les gens devraient avoir le choix, tout simplement, le choix de ce qu'ils font. Et c'est pas rechanger les deux catégories. Bueno, no, yo solo quería contextualizar un poquito para Cristín, porque me parece que tu pregunta pues, es muy oportuna, tiene mucho que ver con y era para contextualizarte un poco el tema en Colombia, donde efectivamente también se trató de unas cartillas promovidas por el Ministerio de Educación con el apoyo del PNUD, ¿no? Para fomentar también una política de equidad de género y de inclusión de la diversidad sexual. Eso se mezcló, no solamente, pues primero vino el tema de la escuela y de las cartillas escolares y después del acuerdo de paz. Y se habló fue de ideología de género, no de teoría de género, sino de ideología de género, que es un término que acuñó el Vaticano y que está también dentro de todas estas resistencias que ahora están en la presidencia de Estados Unidos en contra de la deconstrucción de lo natural que han hecho los estudios de género, que es realmente un problema que está en muchas sociedades. ¿Alguna otra? Buenas tardes. Quería contarte un poco acerca de cómo crees tú que afecta este modelo implementado tan rígido en las personas a nivel de las personas que autoeligen su identidad de género y que van más allá de ser una persona cisgénero, transgénero, transexual y empiezan a asumir todo este tipo de documentos. ¿Cómo crees que los va a afectar en especial a este tipo de personas? ¿Cómo trascendería? Comment ça peut les affecter avant ou après? Sí, ¿cómo afectaría a este tipo de población la situación, la investigación que lanzas tú acerca de la construcción de los cuerpos? Tomando en cuenta que de lo biológico estamos hablando de machos y hembras, en el género trascendemos a hombres y mujeres, y en la expresión de ese género vamos hacia feminidades y masculinidades, con carencias o sea, careciendo de feminidad o siempre en el exceso de la feminidad igual en la masculinidad. Ça c'est exactement le problème, c'est que ce modèle-là, si vous êtes dedans, il va très bien. Finalement, vous voyez, si vous construisez deux catégories, et puis en haut vous avez la catégorie super-homme et la catégorie super-femme, si vous êtes un super-homme ou une super-femme, tout va très bien quand vous êtes dedans. Oui, du coup, il faut que... je disais que ce modèle-là, donc je répète parce qu'elle n'avait pas ce modèle-là, si vous êtes dans les deux catégories, tout va très bien. Le problème, il est pour les gens qui sont pas bien, qui ne se sentent pas à l'aise dans ce classement-là. Et c'est exactement ce que vous dites, c'est que pour arriver à se dire que si on n'est pas dans cette catégorie-là, on n'est pas un monstre, il faut énormément, à la fois de courage,
à la fois de soutien de l'entourage, voilà, pour arriver justement déjà à se le dire et puis après à assumer les choix. Donc quand je parlais de violence, elle est là la violence. Elle est que, voilà, quand je parlais de la violence du naturel, c'est exactement ça. C'est que si on vous dit que être comme ça, c'est la nature, bah, si vous ne vous sentez pas dans ces modèles-là, bah, vous vous dites je suis un monstre. Voilà, je suis un monstre. Je ne suis pas un produit de la nature, je suis un monstre. Donc ça implique énormément de courage, de soutien pour les gens qui sont les mieux lotis, et puis bah, je pense vraiment de drame pour les gens qui ne vont pas arriver à s'en extraire. Vous parlez des transsexuels, mais il y a un mouvement social aussi qui est très fort pour interroger ça. Alors, quand je dis mouvement social, c'est parce que c'est ces personnes-là qui se sont associées et qui ont interrogé la binarité, c'est les personnes qu'on dit intersexuées. Les personnes intersexuées, donc effectivement, les transsexuels, c'est extrêmement important parce que c'est se dire, voilà, j'ai un corps de femme, mais dans ma tête, je peux avoir envie, pas avoir envie, je ne devrais pas dire ce mot-là, dans ma tête, je me sens un homme, ou même je peux parfois me sentir femme, ou dans les attributs connotés comme féminin, et parfois me sentir homme. On n'est pas obligé non plus. Il y a des gens qui vont être opérés, il y a des gens qui vont, où il va y avoir la fluidité autour de la catégorie. Mais les personnes intersexuées, c'est extrêmement intéressant aussi comme interrogation de la norme. Les personnes intersexuées, c'est des bébés qui naissent. Et quand ils naissent, en fait, le corps, les organes génitaux sont ni féminins ni masculins. Et pendant très longtemps, enfin encore aujourd'hui, ces enfants-là, la plupart du temps, ils sont opérés à la naissance sans qu'on demande l'avis des parents. On le cache aux parents. Alors pourquoi on le cache aux parents? Parce que, une fois j'étais allée à un colloque où il y avait une chirurgienne qui les opère. Et donc elle a été prise à partie de façon très violente par le président de l'association des personnes intersexuées en France, qui lui a dit « vous êtes un bourreau, vous êtes un boucher, etc. » Parce que lui-même, cet homme-là, il avait été opéré à la naissance, on avait fait de lui un homme, et il disait qu'il avait passé sa vie à avoir des opérations. Et la chirurgienne, elle a dit bon, voilà, j'entends ce que vous dites, imaginez un couple de parents qui n'a jamais entendu parler de questions de genre, qui ne sait pas du tout que l'intersexuation, ça existe. Et quelle est la première question qu'on pose quand on attend un bébé, ou quand il naît, c'est un garçon ou une fille? Et elle dit, imaginez, vous avez ces parents-là qui arrivent, et vous ne pouvez pas dire. Elle dit, c'est ni l'un ni l'autre. Et elle disait, tant qu'il n'y aura pas une information et une éducation, les gens vont dire, c'est un monstre. Donc elle l'expliquait comme ça, vous voyez, le fait d'opérer les enfants. Alors c'est pas justifiable du tout de les opérer, mais vous voyez, c'est intéressant quand même de voir le fonctionnement. Et donc ces personnes intersexuées, elles se sont rassemblées au mouvement social. Donc maintenant elles manifestent, elles ont une visibilité médiatique. Et c'est pour dire justement que c'est pas eux qui sont des monstres, c'est notre bicatégorisation qui va pas. Voyez. Et quand au début, je vous disais, on a toujours été sur une définition classique qui est le sexe mâle-femelle, et à partir de là, le genre qui est construction sociale. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, il faut retourner le mécanisme. Il faut se dire, c'est parce que dans notre société, on raisonne en bicatégorie, il y a des hommes, il y a des femmes, qu'on a inventé des sexes qui sont biologiques. Et les biologistes le disent. Ils disent qu'il y a plusieurs critères d'identification. Donc on peut identifier un sexe par des hormones, on peut l'identifier par des chromosomes, on peut l'identifier par les organes génitaux, etc. Dans la plupart des cas, ça coïncide. Mais il y a pas mal de cas où ça ne coïncide pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, tous ces gens où ça ne coïncide pas, c'est des exceptions, l'exception qui confirme la règle? Est-ce qu'on se dit, c'est des monstres? Ou est-ce qu'on se dit, c'est notre schéma à nous qui ne marche pas? Donc voilà, vous voyez, il y a à la fois des trajectoires individuelles, mais ça commence à... Alors, dans des milieux de réflexion, des milieux militants, etc., mais des choses qui étaient impensables à dire il y a 15 ans, maintenant en France, elles commencent quand même à émerger. Cette idée que peut-être que cette bicatégorisation avec laquelle on a été élevé, eh ben, elle est construite. Muchas gracias. ¿Alguna otra comentario?
Cristina, buenas tardes. Quisiera saber si tiene algún tipo de interés de llevar esta investigación a una segunda y tercera parte. A una segunda parte para entablar un diálogo con niños y niñas para averiguar si ese impacto de esa enseñanza sobre los cuerpos ha afectado en esa construcción social. Y una tercera parte en la que usted hable con las editoriales y ellas se puedan replantear un poco sobre ese tipo de enseñanza. Oui, vous avez tout à fait raison et ça reprend les deux questions qui ont été posées. Alors c'est sûr que là, voilà, encore une fois, j'ai vraiment fait une étude de corpus. Alors j'ai interrogé des ados sur d'autres corpus. Alors, par exemple, les corpus de manga, et pour montrer, parce que les lecteurs de manga, alors, je ne sais pas si ici le manga c'est quelque chose qui est très populaire. En France, les adolescents français, ce sont les deuxièmes consommateurs de manga après les japonais. Alors, c'est quand même étonnant, mais, parce qu'on est quand même assez loin du Japon, mais voilà. Et donc, ce qui m'intéressait, parce que les mangas sont des productions qui sont très très stéréotypées. Vous avez les mangas, et c'est écrit comme ça dans les maisons d'édition, vous avez les mangas pour garçons, les mangas pour filles. Donc les mangas pour garçons, c'est les shonen, c'est de l'aventure, c'est de l'action, etc. Et les mangas pour filles, c'est les shoujo, c'est des histoires d'amour. Et ce qui m'avait intéressé quand j'avais fait cette enquête-là, c'était de voir ce qu'en faisaient les ados. Alors c'était des adolescents, des collégiens, ils avaient plutôt entre 10 et 15 ans, alors que, mais là aussi, hein, il y a des livres pour les adolescents, et on voyait bien que le stéréotype, il a un effet, mais il y a toujours des façons quand même pour les enfants, pour les ados, d'aller braconner. Vous voyez, d'aller sur les terres qui sont interdites. Mais comme je vous disais tout à l'heure, moi ce que j'ai remarqué, c'est que c'est plutôt des filles qui vont aller lire des mangas de garçons en disant que justement c'est presque, vous voyez, pour une fille c'est presque bien d'être garçon manqué. Enfin, presque on est valorisé si on est garçon manqué. Donc elles le prenaient même comme c'était souvent des filles qui étaient de milieu social favorisé, et du coup elles se distinguaient des filles de milieu populaire en disant les mangas de filles, les mangas qui parlent d'amour, ça c'est pour les filles populaires. Moi, je suis une fille de milieu favorisé, je lis des mangas de garçons. Et on voit ça aussi en musique. Par exemple, en France, on a une très forte distinction entre le R&B et le rap. Le R&B, c'est avec les filles de milieu populaire, et les filles de milieu favorisé, elles vont aller écouter du rap ou du hard rock parce que c'est la musique des garçons. Donc, vous voyez, voilà, dans les appropriations, il y a toujours le genre qui va se combiner avec autre chose. Donc les filles, elles pouvaient aller lire des mangas de garçons, et c'était même valorisé. En revanche, les garçons, jamais ils ne disaient, alors parfois ils me disaient, enfin, je finis ma phrase, je suis désolée, je parle toujours. Donc les garçons, jamais ils ne disaient qu'ils avaient lu un manga de filles par choix. Alors par exemple, ils disaient, j'étais en cours, je m'ennuyais, à côté j'avais ma voisine, elle avait des mangas de filles, des shoujo, donc je l'ai lu. Donc vous voyez, les transgressions, elles ne sont pas, comme je disais tout à l'heure, elles ne sont pas équivalentes. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, ça va être plus facile, et ça se voit très fort dans les réceptions et dans les stéréotypes. C'est presque plus facile pour une fille aujourd'hui de s'affranchir des stéréotypes culturels, une fois qu'elle en prend conscience, et si elle a des capitaux sociaux et culturels, que pour un garçon de s'en affranchir. Vous voyez, sur les mangas, tous les garçons, ils avaient l'obligation d'avoir lu des mangas de violence et d'aimer ça. Les filles de milieu favorisé, elles ne se sentaient pas obligées d'aimer les histoires d'amour. Et c'était même mieux valorisé de ne pas aimer les histoires d'amour. Donc voilà, dans les réceptions, c'est voilà, c'est extrêmement important de faire des études de réception parce que ça montre d'une part que voilà, la transmission n'est pas automatique et que ça se combine, que quand on parle de genre, il faut toujours regarder avec quoi ça se combine. Avec l'origine sociale, avec l'âge, etc., etc. Et pour votre deuxième question sur les éditeurs, enfin c'était sur les éditeurs, hein, sur les maisons d'édition, oui, enfin, il faudrait le... Alors je ne pense pas que je le ferai parce que maintenant je suis passée voilà, sur une autre... et on l'avait fait un peu sur les mangas, mais oui, là voilà, c'est vraiment l'étude de corpus, mais bien évidemment qu'il faudrait compléter sur la production et la réception, et la consommation. Sobre lo último que hablas del manga,
venía pensando yo que la conferencia era más sobre literatura juvenil, no tanto como esta que es más para niños, porque pensaba que, bueno, acá en Colombia, al menos, pues como dices, que hay que marcar por diferentes, digamos, condiciones. Yo no leí muchos de estos libros, solo uno de ellos. Sin embargo, cuando crecí leí muchos libros de literatura juvenil. Y ahora que hablas del manga, yo hago parte de una asociación literaria de jóvenes, y quienes leen mucho manga leen también estos libros ahora de literatura juvenil. Y allí hay unos modelos del cuerpo que también son muy fuertes, y que a mí me impresionan, porque cuando le pregunto yo a la gente con la que trabajo sobre, digamos, los modelos de gente popular o de belleza, refieren a personajes de libros que no tienen, digamos, esta particularidad de la ilustración, de decir así son los cuerpos. Sin embargo, allí hay unos cuerpos que están siendo, pues, muy importantes en la construcción de corporalidades en estas personas jóvenes, y el manga allí también está presente en los juegos de video, cómo se construyen los personajes, en las plataformas a las que las personas acceden. Y con esta literatura, digamos que también pasa algo que se me hace interesante, y es que los padres no le prestan atención porque al fin y al cabo están leyendo. Y leer es una actividad que se ha valorizado como un asunto más del intelecto, sin importar qué es lo que está sucediendo en esta literatura. No era tanto una pregunta, era más un comentario, pero me parece como interesante esta relación entre la literatura juvenil y el manga. Juste pour préciser, dans ces livres-là, il y a beaucoup, il y avait des livres pour les tout petits, et ça va jusqu'aux jeunes adultes. Vous voyez toutes les images que j'ai montrées au début, où vous voyez la maman qui donnait à manger et tout, là c'est dans des livres pour petits, mais tout ce qui est après, les planches anatomiques, les muscles, les cerveaux, c'est dans des livres pour les grands ados en fait. Donc vous voyez, c'est pas, ces livres-là, ils ne touchent pas que les tout petits. C'est vraiment des livres qui vont toucher tous les enfants jusqu'à la fin du lycée. Donc le lycée, chez nous, c'est 17-18 ans, quoi. Donc voilà, et sur les mangas, vous avez tout à fait raison. Alors, sur la lecture, ça, je l'avais vu, la lecture du manga, y a les parents de milieux favorisés, alors chez nous en France, pour eux, le manga, c'est pas une lecture légitime. C'est-à-dire que, au contraire, alors c'est l'histoire aussi du manga en France. Au début que le manga est arrivé, c'était les dessins animés. Et c'est passé à la télévision française, et les mangas au Japon, c'est pas que pour les enfants. Il y a des dessins animés qui touchent tous les âges et pour les adultes. Et notamment, vous avez les dessins animés pornographiques. Et en France, ils ont acheté des heures et des heures de manga, mais sans faire attention en fait à ce qui passait. Donc ils ont balancé sur les chaînes télévisées des choses qui n'étaient pas du tout en fait pour des publics enfants. Donc tout ça, ça a créé une réaction très forte médiatique et politique aussi sur l'idée que, il y avait un jeu de mots qui disait les japaniaiseries, voilà le japaniaiserie. Et donc c'était l'idée que le manga c'était de la violence, c'était du sexe, etc. Donc il y a eu, pour les parents de milieux sociaux favorisés, le manga c'est pas une lecture légitime. Mais cela dit, les enfants, ils s'en moquent. Parce que quand on est un ado, et bien justement, l'intérêt, c'est bien d'écouter des musiques que les parents n'aiment pas, c'est de lire des choses et c'est comme ça qu'on se construit aussi comme ado. Donc vous avez tout à fait raison, il y a à la fois cette lecture-là qui va être dans la construction de l'adolescence contre les parents, et dans les milieux populaires, là, c'est ce que vous venez de dire, c'est que beaucoup de parents, moi je posais les questions aux enfants, aux ados, et ils me disaient oui, ma mère, elle me dit c'est de la lecture, donc c'est très bien. Et en plus, quand ça se lit à l'envers, les parents, ils regardent, ils disent, ça, c'est pas pour moi. Et donc, effectivement, du coup, c'est un univers que les parents ne connaissent pas du tout. Et vous avez tout à fait raison. Bueno, digamos que después de todo lo que hoy he visto y escuchado y entendido, puedo comprender la profundidad del problema, pues, de que las personas no vean estas diferencias que hay y no vean, digamos, como algo obvio todo lo que está sucediendo, ¿sí? Sobre todo en los ejemplos que eran muy sutiles en lo de los dos médicos, por un lado estaba el médico hombre muy serio y por otro lado estaba la médico mujer, y esa comparación como vocación y profesión. Entonces mi pregunta es, listo, yo ya entendí esto viniendo acá, pero ¿cómo hacer para que esto sea igual de evidente e igual de obvio para la persona que no está interesada en estudios de género y que no tiene que venir necesariamente a una conferencia de prensa?
Ouais. Alors ça c'est primordial. C'est vraiment une question qui est primordiale. Alors, moi, je le fais à ma mesure d'être humain, c'est-à-dire que je vais beaucoup dans les lycées. Voilà. Donc les lycées, c'est là où on a les élèves de 15 ans à 18 ans. Et donc c'est le moment de l'adolescence et de la construction de soi. Et donc moi, j'essaye de toucher le plus de lycéens possible. Mais quand tout à l'heure je vous parlais de ce qui avait été fait par le ministère de l'Éducation, qui étaient les ABCD de l'égalité, qui étaient dans des écoles maternelles, ça c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait que toutes les écoles maternelles c'est les tout petits, hein, c'est les enfants qui ont entre 3 ans et 6 ans, juste avant qu'ils apprennent à lire, il faudrait que dès qu'ils soient petits, il y ait des activités, des choses comme ça pour les faire réfléchir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté politique et il faut qu'il y ait une formation des enseignants. Parce que c'est pas parce qu'on est prof, c'est pas parce qu'on est enseignant que ça, on le sait. Et il y a des enquêtes qui montrent que les enseignants, c'est des gens comme nous, hein, c'est des gens comme tout le monde. Enfin voilà, pas comme vous justement, parce que vous écoutez des trucs sur les études de genre, mais c'est des gens normaux, quoi. Et donc, il y a parfois l'idée, par exemple, quand on a arrêté les ABC de l'égalité, ils ont fait ce qu'ils ont appelé une mallette, donc qui était disponible dans les écoles avec, alors il y avait un CD avec des interviews, il y avait des petits trucs, etc. Mais ça reposait encore une fois sur la volonté de l'enseignant. Et c'est présupposé que les enseignants, ils vont être intéressés, sensibilisés et motivés pour faire ça. Alors c'est pas du tout évident. Donc il faudrait faire une formation de tous les enseignants et une formation dans toutes les écoles. En fait. Moi je pense que il n'y a que par l'éducation que ça peut changer. Yo creo que, si les parece, noto que hay miles de inquietudes, de preguntas. Creo que Cristina ha sido muy generosa con sus comentarios, con su disposición a ampliar, con su entusiasmo, también para develarnos todas esas sutilezas que tienen un efecto tan duradero y tan perverso y tan fuerte. Entonces, pues yo creo que muchísimas gracias. Te dejamos descansar de esta estimulante y generosa charla y pues les invitamos mañana tenemos a la profesora Julia Ventuamí, que está allí y que va a estar aquí sentada a las 5 de la tarde con una conferencia sobre el cuerpo doble de las mujeres del sur global, capitalismo, racialización y feminismos. Entonces les esperamos mañana a las 5 de la tarde en este mismo auditorio. Muchísimas gracias por su atención.